Alors avant qu'on voit les photos tout sourire de toi Lionel Giovanelli, donc SNCF, je dis pardon parce que moi je crois surnommer la SNCF le papa des exosquelettes. Voilà, je crois que toi à la fois tu en as testé beaucoup, je crois plus d'une cinquantaine, c'est ça. Et, voilà. Et donc Lionel Giovanelli est j'allais dire expert innovation opérationnelle sur la SNCF et donc en charge aussi de l'ensemble des dispositifs d'assistance physique, ceux qui sont les exosquelettes mais aussi d'autres. On aura d'ailleurs cet après-midi l'occasion d'en regarder d'autres. Et donc, voilà, un peu une question aussi pour toi. Comment t'es tombé là-dedans? Alors bonjour à tous. Comment je suis tombé là-dedans? Moi j'ai une expertise qui est un peu particulière, c'est l'ergomotricité, c'est-à-dire la motricité au travail. Et effectivement, c'est pas un terme qui est très connu. On n'est pas nombreux en France. Et donc, dans le cadre des réseaux des experts scientifiques et techniques de la SNCF, j'ai toujours eu du mal à me rapprocher des projets. Parce que le confort client est important, le confort des agences c'est un peu plus compliqué. Et donc au détour d'une formation, j'ai rencontré quelqu'un qui est roboticien, et puis il y a eu un travail qui a été fait au niveau de la direction du matériel, où ils ont imaginé la maintenance du matériel roulant haute performance dans le futur. Et donc ils ont beaucoup réfléchi, et ils ont identifié les nouvelles technologies de la maintenance, notamment les nouvelles technologies d'assistance physique que sont les exosquelettes et les cobots. Et donc, tout naturellement, le roboticien a dit « Ah oui, mais ça, Lionel, c'est proche de son domaine, donc ça serait intéressant de lui demander. » Et donc, j'ai été nommé chef de projet sur l'expérimentation de ces nouvelles technos. La question à laquelle il fallait répondre, c'était « Est-ce que ça peut nous aider pour la maintenance du matériel roulant ?» Ça a été compliqué, parce qu'au départ, là, je vous parle, ce travail, moi je l'ai démarré en 2015, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Au niveau des exosquelettes, il y en avait 2 ou 3 qui se trouvaient après, qui étaient certainement très bien, je ne mettrai pas le sujet en débat. En revanche, ils n'étaient pas adaptés à nos exigences de travail et à ce que nous on souhaitait. Pourquoi? Parce que ils étaient lourds, encombrants, il fallait un certain temps pour le mettre, pour le régler, et ça ne fonctionnait pas. Et ils étaient surtout mon insistance. Et donc j'ai eu l'idée de dire pourquoi on ne ferait pas un exosquelette comme un couteau suisse? C'est la photo du milieu, là, vous savez. Et puis on est parti de là, on a monté un projet en open innovation avec Ergo Santé Technologies. On a mis 4 ans pour sortir Shiva Exo, qui est ce qu'il est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment essayé de travailler sur qu'est-ce que doit être un exosquelette et qu'est-ce que ne doit pas être un exosquelette. Et comment ensuite on va pouvoir l'utiliser. On a eu une approche où on s'est centré non pas forcément sur le cas d'usage, parce qu'on a divers cas d'usage, mais plutôt sur comment l'humain fonctionne, avec mon approche ergomotrice, on a un biomécanicien qui nous aidait. Et c'est ça qu'on essaie de mettre dedans. Alors, c'est un projet qui était long, qui était assez compliqué. Depuis, il y a d'autres choses qui sont sorties. Photo en bas à droite, on a testé encore une autre solution. Donc nous, on essaye de tester tout ce qui se fait, parce qu'on a des contraintes diverses et variées. On peut être sous un train, dans un train, sur un train, on peut être à l'établi, dans un entrepôt. On a des charges qui pèsent rien du tout, on a des charges qui vont jusqu'à une centaine de kilos, voire plus, et il n'y a pas de solution. Certaines pièces en poursuite de TGV font une centaine de kilos. Si on voudrait bien faire, il faudrait qu'on dépose le toit du TGV pour enlever la pièce, etc. Mais là, ça rajoute 3-4 jours de boulot, c'est un truc, donc les gens ils le font seuls, enfin deux, ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc, on a des contraintes où là, automatiser c'est compliqué. Donc la seule chose que l'on peut faire, c'est assister. Maintenant, trouver le moyen d'assistance, ça c'est un petit peu plus complexe. Donc effectivement, j'essaye de tester tout ce que je peux trouver sur le marché pour me faire une idée. Je poursuis la conception aussi d'autres solutions, bien entendu. L'objectif, c'est on doit se centrer sur l'humain. Parce que l'humain, il est aussi utilisateur. Utilisateur, c'est-à-dire dans un cas d'usage. Et tout ça, ça évolue dans le temps. Une situation de travail sans exosquelette, quand on va lui mettre un exosquelette, il y a plein d'éléments qui vont changer. Et ça, on doit le questionner en amont. On doit le questionner quand on fait les tests. On doit le questionner quand on déploie. Et tout ça va évoluer au fil de l'eau. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir dans le message. Il faut être vigilant. Un exosquelette n'est pas un EPI, ce n'est pas un outil, c'est quelque chose à part pour l'instant. Dans 5-10 ans, je ne tiendrai peut-être pas le même discours, mais pour l'instant, il ne faut pas considérer l'exosquelette comme un EPI, comme un outil.
c'est la chance que l'on a avec ces approches. Oui, merci effectivement de souligner ça, parce que, je ne sais pas si vous aviez vu, mais qui suivant la qualité de ce côté, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, il y avait eu par exemple de grandes annonces pour dire que c'était un grand fabricant coréen que je ne citerai pas plus, et qui disait, mais nous on va distribuer les exosquelettes dans les magasins de distribution du bâtiment, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir acheter ça comme ça, c'est ce qu'on disait il y a 3 ans. C'est-à-dire que là, on a fait machine arrière, mais je pense que tout ce ligne-là qui est vraiment essentiel, c'est qu'effectivement, il faut à la fois, c'est comme dans un avion, on dirait qu'il faut les deux ballonniers, à la fois celui de la maîtrise technique et de l'évolution technique constante, et puis ce que vous soulignez tous les deux, c'est-à-dire vraiment l'importance du facteur humain, de la prise en compte du facteur humain là-dessus. Et Lionel, alors c'est pas pour lui envoyer des roses particulièrement, mais quand même, il a une grande expertise de ce côté-là, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est aussi maître de conférence associé à l'université de Reims Champagne-Ardenne, notamment sur ces questions d'innovation opérationnelle et plus précisément sur les questions d'exosquelettes, et au niveau à la fois français et européen. Je crois que tu es président du workshop du CEN, donc du Comité européen de normalisation, sur les questions d'exosquelettes. Je crois que là, ce que je me souviens bien, c'était l'extrême attention qu'il faut avoir, je dirais, des deux côtés, encore une fois sur les deux pieds, donc à la fois, bien sûr, celui qui est de l'évolution technique, et ce sont des technos qui avancent très vite, hein, puisque ce que tu disais, c'est qu'il y a 4 ans, les matériels qu'on avait et ceux qu'on a maintenant n'ont plus rien à voir, il y a eu des allègements, il y a eu des changements vraiment très très importants. Et bravo, je dirais aussi à certains que je connais dans la salle qui sont aussi sur ces questions-là pour faire avancer tout ça. Alors revenons peut-être plus précisément au type de métier que tu citais tout à l'heure et qui peuvent être redevables finalement de ces équipements. Voilà quelques exemples. Donc là, c'est des agents qui remplacent des sièges dans des trains, puisque il faut savoir qu'un train, quand il revient en maintenance, on l'expertise. Hein. S'il y a une pièce cassée, il faut la remplacer. Donc remplacer un couloir, un siège, une table, peu importe. En fait, un train, c'est comme une voiture, on a de la maintenance, comme on va changer les plaquettes de frein, faire une vidange. Nous, c'est pareil pour les trains. Il y a certains trains, il y a quelques années, on remplaçait les plaquettes de frein tous les 23 jours, quelque chose comme ça. C'est vraiment récurrent. Un TGV passe en centre de maintenance pour vidanger, remplacer l'eau des toilettes tous les 4 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a une maintenance qui est importante, et on a aussi la maintenance, alors là, qui est plus élevée, à mi-vie d'un train, à peu près une vingtaine d'années, on le démonte complètement et on le remonte à neuf avec des améliorations. Donc effectivement, on a tout type de contraintes. Donc là, sur les 2 premières photos, c'est l'agent qui remplace la couloir. Sur la photo d'après, c'est l'agent qui est en train de remplacer des semelles de frein. Et vous voyez bien qu'on est sous un train, dans un train, sur un train. Donc c'est difficile de trouver des solutions qui permettent de tout faire. Quelqu'un qui travaille à l'établi ou travaille à la chaîne, toutes les minutes il fait la même chose. Une fois qu'on a identifié la contrainte, on est capable ou pas de trouver une solution pour l'assister. Nous, ça voudrait dire que, et c'est pour ça qu'on était parti sur Shiva Exo, un multi-assistance, ça veut dire qu'un agent, toutes les X temps, il lui donne un exosquelette, en met un autre, etc. Ce que personne ne le ferait, et encore moins chez nous. C'est pour ça qu'on était parti sur la logique d'un exosquelette de multi-assistance. Ce que disait Anne-Marie, très important, et ça je tiens à le souligner, le travail qui est fait au niveau de l'AFNOR, donc en France, ou au CEN Workshop, ou à la STM aux États-Unis, auquel je participe aussi, et surtout aussi à l'INRS, ils font un travail qui est super intéressant. Il faut savoir qu'en France, on est quand même vraiment scruté par rapport à toutes ces approches que l'on a. Pourquoi? Parce qu'on se pose des questions. Alors les réponses, elles viennent au fil de l'eau. Moi, j'aime bien poser plein de questions. Sur les exosquelettes, j'ai pas beaucoup de réponses, mais j'ai plein de questions. Les réponses, elles sont à construire au niveau local, c'est-à-dire vraiment avec les agents, avec les équipes directement dans les établissements. Et au niveau de l'AFNOR, avec l'INRS et tous les collègues qui participent, bien entendu, on se pose plein de questions. Donc là, la première norme française va sortir normalement au début 2022 sur les recommandations ergonomiques pour la conception et l'évaluation des dispositifs d'assistance physique de type exosquelette. Et je crois que ça va être vraiment une norme qui va être fédératrice pour expliquer encore mieux où on en est actuellement. Parce que ça évolue, cette démarche, elle doit évoluer constamment. Et moi, je l'évalue pourquoi? Parce que les gens font des retours. Sur le terrain, ils disent ça marche et ça marche pas. Il y a une réunion où il y avait SNCF où voilà, moi c'est une réunion où je n'étais pas, et puis tout le monde se fait dire les exos, on n'y arrive pas, ça marche pas, etc. etc. Puis un petit jeune qui a levé la main, il dit si ça marche. Comment tu fais? C'est simple, je respecte ce que Lionel a proposé, la démarche d'intégration. Et c'est vrai qu'elle est contraignante, mais on n'a pas le choix de faire cette démarche d'intégration. Et c'est une démarche d'intégration que je fais évoluer au fil de l'eau. Il
Hier, j'assistais à la journée thématique INRS sur la robotique collaborative, et en discutant avec une collègue de l'INRS, elle m'a dit quelque chose, ça a fait tilt. Hier soir, j'ai modifié ma démarche d'intégration, qui m'a donné un élément complémentaire. Et c'est ça qui est important pour l'instant dans les exosquelettes, c'est cette démarche d'intégration qui évolue et qu'il faut suivre. Une fois que vous avez fait votre test, vous avez validé un exo, si vous le laissez avec l'agent, vous n'allez plus jamais le voir, au bout de quelques temps, il va se retrouver dans un placard ou dans la poussière. Il faut aller voir, tout évolue constamment. Donc pendant un certain temps, il faut vérifier, accompagner. Merci de souligner tout ça et de dire important c'est effectivement de travailler ensemble. Et moi ce qui m'a frappé par exemple, d'ailleurs quand vous vous promenez là dans Préventica, vous avez toute une espèce d'îlot qui est robotique collaborative, exosquelette, capteur et autres. Et en fait ils travaillent tous, et c'est tout à fait important, ensemble. Donc il y a qu'à la fois ensemble en recherche et développement et en développeurs, j'allais dire distributeurs, intégrateurs, avec ceux qui sont leurs grands utilisateurs. Donc, je crois que c'est effectivement une chose qui est tout à fait importante. Et donc, un autre truc moi, qui me frappe dans cet univers, là, c'est ce que tu dis là, c'est sur la maintenance notamment. Et quand on regarde ce que sont d'autres types d'utilisation en maintenance, ce qui me frappait, c'était par exemple dans une structure, une filiale de grand groupe qui fait de la maintenance à la fois de chaudières, de systèmes de climatisation ou autre, c'est qu'il s'agit, j'allais dire, de postes et de jobs qui ne sont pas sur le site de l'entreprise elle-même, mais qui sont chez ses clients, et donc dans des univers qui sont complexes, mutants, difficiles par essence, et sur lequel justement l'attention extrême que vous avez, c'est-à-dire que les choses sont encore plus complexes quand c'est ailleurs et quand c'est pas globalement sur son site et qu'on est obligé de faire ça. D'où l'importance encore une fois de l'attention qu'on porte, du suivi, de l'analyse. Et vous voulez rajouter quelque chose, Thomas? Oui, si vous me permettez, l'exosquelette quelque part fait peur, et en même temps les gens ont un imaginaire dans les films et autres, et donc il y a une espèce de fantasme, enfin je rejoins ce que dit Lionel, c'est que les gens parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et l'accompagnement, comme tout changement, doit être profond, et là particulièrement. Nous on l'a vu, et si on n'était pas derrière régulièrement, ça aurait fini dans un placard, c'est sûr. Et donc il faut appréhender ce système et leur expliquer que c'est pour leur bien, et à partir de ce moment-là qu'intellectuellement ça commence, mais quand vous arrivez avec ça, même si le produit est bien présenté et autres, il y a un phénomène de recul immédiat. Et les films qu'ils ont vus, ils ont vu, ça y est, et un exosquelette ne fait pas tout. C'est-à-dire ça ne porte pas le colis à la place de la personne, ou ça ne change pas la pièce à la place de la personne. Ça, c'est très important à expliquer aux gens. Juste pour finir, ce qui est important dans cette démarche également, c'est que la première phase, déjà c'est la volonté de l'entreprise ou de l'établissement de se lancer dans cette démarche-là, parce que ça coûte un peu d'argent quand même, donc il faut au moins un budget et une volonté d'y aller. Il faut créer un groupe projet, parce que c'est pas une seule personne qui va tout faire, donc c'est bien un groupe projet, donc on associe le COSEC, le correspondant en sécurité, le DPX, l'agent, le RAC, le méthode, le service de médecine du travail bien entendu. Mais ce qui est important, la deuxième phase, c'est l'identification des besoins. Alors cette identification des besoins, c'est facile, hein. Moi je connais très bien les exosquelettes, moi je me pointe sur un poste, parce qu'on m'appelle souvent, et je suis capable de dire, par rapport à ce que je vois, c'est cet exosquelette-là qu'il faut. Je suis capable de le faire, mais je ne le fais pas. Pourquoi si je ne le fais pas? Parce que je n'intègre pas assez à ce moment-là les agents. En fait, la démarche d'identification des besoins, il faut la créer, il faut la faire avec les agents. Et tout ça, c'est pédagogique. Si moi je dis à un agent, voilà ton poste, voilà les contraintes, clac, 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 il faut cet exosquelette-là, c'est différent de si je dis à l'agent, on fait l'étude de ton poste. Quelles sont les contraintes? Comment on les qualifie? Comment on les quantifie? Quel est ton ressenti sur ce poste de travail? Et bien, quelque part, on va faire le même travail, mais ensemble, et donc il va prendre conscience de ses contraintes. Et s'il prend conscience de ses contraintes, c'est beaucoup plus facile derrière pour déterminer de quoi ai-je besoin. Alors, ce sera peut-être pas un exosquelette, ce sera peut-être une solution plus classique, c'est la première chose qu'il faut regarder. Et si on ne trouve rien, on peut se dire, effectivement, on va regarder un exosquelette. Mais comme on a fait le travail en amont ensemble, et qu'il y a une prise de conscience, quelque part, on va aussi favoriser l'acceptation future. Merci Lionel, et merci d'avoir effectivement accentué cette partie, j'allais dire intégration et intégration qui ne peut pas se faire
sans les opérateurs. Donc on a vu là deux grands secteurs. Alors,